Au Sénat, la commission d'enquête sur les marges de la grande distribution auditionne Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, afin d'éclairer le rôle des enseignes dans la fixation des prix alimentaires. Pour suivre l'intégralité des échanges et les prochaines auditions, abonnez-vous, likez, partagez et activez les notifications. Monsieur, bonjour. Je vous propose que nous débutions notre audition. Donc, merci à tous les participants. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Alexandre Bompard, président directeur général du groupe Carrefour, et Monsieur Laurent Vallée, secrétaire général. Donc, merci beaucoup, messieurs, de vous être rendus disponibles. Je vous rappelle les règles des commissions d'enquête que vous devez connaître et qui consistent donc à prêter serment avant d'être entendu. Donc je vous rappelle que tout faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines qui sont prévues aux articles 434-13-14 et 15 du Code pénal et qui peuvent donner lieu à 5 années d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, c'est dit. Donc je vais vous demander de prêter serment en allumant le micro avec le petit haut-parleur, le point rouge qui est devant vous, de lever la main droite et de le dire « je le jure » l'un après l'autre. Merci monsieur. Je le jure. Je le jure. Merci monsieur. Si vous avez par ailleurs des liens d'intérêt ou des activités qu'il serait préférable de déclarer pour l'information des membres de la commission d'enquête. Tout va bien. Rien de particulier à déclarer. Très bien. Je vous remercie. Donc, nous sommes ravis de vous entendre. Je pense que vous avez suivi peut-être les travaux de notre commission d'enquête qui a commencé maintenant depuis fin septembre et donc fin décembre, pardon. Et donc nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui, d'entendre le groupe Carrefour qui occupe, chacun le sait, une place majeure dans la distribution alimentaire à la fois française et européenne, par son implantation internationale, par son poids économique, par la structure de ses achats à différents niveaux, que ce soit national et européen. Votre groupe joue donc un rôle déterminant dans l'équilibre du secteur et dans la formation des prix et dans la constitution des marges de chacun des échelons de la filière amont, fournisseurs, distributeurs. Et donc, c'était pour nous essentiel de vous entendre dans un contexte qui est quand même marqué par des tensions, je dirais, habituelles, parce que chaque année, on nous dit que les négociations commerciales se passent dans un climat assez tendu. Mais un climat aussi de tension en matière de pouvoir d'achat pour nos concitoyens et puis je dirais de rentabilité pour l'ensemble, une fois encore, des acteurs et des maillons de cette chaîne de la production alimentaire, la production étant aujourd'hui un sujet majeur sur notre territoire national. Donc nous serons ravis de vous entendre sur toutes ces questions relatives à l'équilibre entre compétitivité-prix, à la rentabilité, à la responsabilité vis-à-vis des filières, au respect de la loi Egalim et à la manière dont on peut assurer sur notre territoire, un bon équilibre et une viabilité, une rentabilité, une fois encore, de chacun des maillons de cette chaîne, parce que c'est bien là le souci, la préoccupation du législateur. Donc je vais vous donner la parole, Monsieur Bompard. Vous intervenez tous les deux ou juste Monsieur Bompard dans un premier temps ? C'est pour savoir comment on distribue la parole. J'interviens seul dans un premier temps et ensuite nous répondrons tous les deux à vos questions. Parfait. Donc, je vais vous laisser la parole à Monsieur Bompard pour une dizaine de minutes. Ensuite, Madame la rapporteure aura quelques questions à vous poser. Et puis, nous réserverons aussi un temps de questions pour nos collègues membres de la mission. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Puisque vous m'y autorisez, je vais effectuer une déclaration liminaire et nous essaierons ensuite avec Monsieur Laurent Vallée, secrétaire général du groupe, de répondre à vos questions. Depuis que je dirige Carrefour, j'ai l'honneur d'être, j'allais presque dire très régulièrement, j'allais presque dire même annuellement, auditionné par différentes commissions qui ont été constituées au Parlement. Pour être sincère, je vais essayer de l'être pendant tout l'exercice, au-delà du serment que j'ai prêté. Je suis à chaque fois à la fois heureux et un peu préoccupé par ces auditions. Heureux d'un échange avec vous, en raison de la considération que je dois avec mes collaborateurs à la représentation nationale et de l'intérêt mutuel que nous trouvons à ces échanges. Préoccupé aussi, je dois dire, car je constate systématiquement une tentation de jeter le soupçon ou l'opprobre sur, selon les cas, les pratiques, les stratégies, aujourd'hui les marges de la grande distribution. J'ai parfois le sentiment qu'à travers ces travaux successifs, très spécifiques à la France, vous avez face à vous quelqu'un qui est présent dans une quarantaine de pays. Je crois n'avoir jamais été convoqué ni un de mes dirigeants de pays devant la moindre commission parlementaire. Il y a pourtant des parlements aussi.
on cherche trop souvent à diaboliser la grande distribution. Je regrette, je dois dire, et vous m'autoriserez ce regret, qu'on ne s'intéresse jamais à l'avenir de la distribution française, à ses atouts, à son rôle, à ses difficultés, ce qui me paraîtrait à la fois utile et parfois plus essentiel. La distribution, c'est un secteur qui dispose d'entreprises françaises emblématiques. Il mérite, je le crois, au même titre que tous les autres, la considération des pouvoirs publics et de la représentation nationale. Passé cette observation préalable, et pour essayer d'apporter ma contribution à vos réflexions, je procéderai en 2 temps. D'abord en vous rappelant quelques éléments propres au secteur, et plus particulièrement à Carrefour. Ensuite en formulant quelques remarques sur ce qui paraît être le cœur de vos réflexions. D'abord, dans un secteur traversé par des mutations très profondes, Carrefour, dernier distributeur français à porter des ambitions internationales, a la volonté de se placer au même niveau que ses concurrents mondiaux. Il faut bien mesurer, et je sais que vous le savez, les mutations très profondes qu'affronte le secteur. Une intensité concurrentielle toujours accrue, sous l'effet de la polarisation de nos marchés, avec un écart croissant entre ceux qui gagnent et ceux qui souffrent, et l'efficacité aussi de nouveaux entrants dans l'alimentaire comme dans le non-alimentaire, d'actions aux grandes plateformes chinoises, toujours dans le sens d'une discountisation plus forte de la consommation. Deuxièmement, le comportement très prudentiel des consommateurs après la période d'hyperinflation, à laquelle a succédé une période d'hypersensibilité au prix. Les tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, vous l'avez dit Madame la Présidente, aboutissent à des pressions sur les marges et les volumes que notre secteur n'a jamais connus. Enfin, ajouter les incertitudes politiques, macroéconomiques, fiscales, qui font monter le taux d'épargne et n'incitent pas nos compatriotes à consommer. Et vous avez un tableau de la réalité du marché aujourd'hui. Je le dis avec un peu de gravité, ce qui a changé dans la distribution en quelques années, c'est que des enseignes françaises historiques, des groupes qui ont été des fleurons nationaux, souffrent fortement. Et comme je le disais au début de mon propos, je suis souvent surpris que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas beaucoup à cette évolution inédite d'un secteur dont l'activité est à la fois non délocalisable, nos magasins resteront en France, et majeure en termes d'emploi dans nos territoires. Dans ce contexte, Carrefour, dernier distributeur français à porter des ambitions internationales, a la volonté de se placer au même niveau que ses grands concurrents mondiaux. Carrefour opère 15 000 magasins dans plus de 40 pays, dans lesquels travaillent plus de 500 000 collaborateurs sous enseigne. Le groupe a 67 ans cette année. Je viens de lancer un nouveau plan stratégique à horizon 2030, autour de 3 champs d'action, nos clients, en travaillant sur notre offre, sur la proposition de valeur que nous leur faisons avec des investissements pris, un plan frais très ambitieux, des innovations produits et des engagements RSE ambitieux. Nos magasins et notre e-commerce en deux, avec là aussi des investissements puissants dans nos territoires. Et enfin, la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle sur lesquelles notre groupe possède déjà une longueur d'avance et entend continuer d'investir au service de magasins plus intelligents et plus efficaces. Lors des questions, je serai heureux de vous apporter des précisions sur l'ensemble des aspects de ce plan et ainsi de vous détailler les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Sachez que l'un des objectifs de ce plan stratégique, et je l'assume pleinement, c'est d'améliorer la marge du groupe Carrefour. Et lorsque je dis la marge, c'est bien au singulier. Carrefour est un groupe coté. Nos comptes obéissent à des règles strictes, ils sont publics et transparents. Il ne peut donc y avoir aucune de ces prétendues opacités dont j'entends parfois parler au sujet de la distribution qui aurait des marges. Je n'ai jamais compris ce pluriel plein de sous-entendus. Ma marge est connue, elle est bien plus faible que dans d'autres secteurs. Mon résultat net, ce qu'il me reste à la toute fin, c'est moins de 1% de mon chiffre d'affaires, 10 fois moins que les industriels. Pourquoi cette ambition, vous me demanderiez naturellement, d'augmenter la marge du groupe Carrefour? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la compétition internationale que j'affronte, Carrefour n'est pas au niveau de ses grands concurrents internationaux. Les Ahold, les Tesco, les Walmart affichent des taux de marge qui sont de l'ordre du double de celles de Carrefour. Sans que personne, dans aucun pays dans lequel ces grands groupes sont établis, ne discute leur marge.
sans que dans aucun de ces pays on oppose ces groupes ou leur profitabilité à celle des agriculteurs ou celle des industriels. Ce qui est propre à la France, je le constate dans aucun autre pays où l'on est, au contraire, fier d'avoir des grands groupes de distribution puissants, performants et profitables. Cela m'amène à formuler plus directement quelques observations sur le cœur du sujet qui vous préoccupe, le rôle de la distribution dans la formation des prix et la rémunération des acteurs de la chaîne de valeur. Le cœur du débat est toujours le même. Il réside dans une équation facile à poser, mais extrêmement difficile à résoudre. Il est demandé à la distribution tout à la fois de maîtriser les prix de vente aux consommateurs, car nous sommes redevables du pouvoir d'achat des Français, de bien rémunérer les producteurs, car l'amont doit être rémunéré et il faut sécuriser les approvisionnements, et de garantir la qualité, car c'est notre responsabilité à l'égard des clients. Cette conciliation, nous essayons de la résoudre chaque jour. Et avec le recul de bientôt 9 ans à la tête de Carrefour, c'est toujours la distribution qu'on sollicite en fonction des priorités du moment. En période de déflation, au moment de ce qu'il est convenu d'appeler Egalim 1, l'accent a été mis fortement sur la rémunération des producteurs. Carrefour a appliqué le texte sans état d'âme, alors même que le dispositif de limitation des promotions affecte très puissamment le cœur de notre modèle, les hypermarchés. Pendant le Covid, puis avec la crise ukrainienne, la distribution a été de nouveau sollicitée pour sécuriser l'approvisionnement des Français. Carrefour et l'ensemble du secteur ont répondu présent, y compris, comme toujours, pour venir en aide à des filières agricoles qui ont pu souffrir plus particulièrement à tel ou tel moment. Egalim 1 n'ayant pas semblé suffisant, le législateur est alors intervenu pour prévoir l'établissement de contrats protégeant la matière première agricole. Là encore, la distribution a appliqué ce dispositif et vous ne trouverez aucune trace de remise en cause de la part de Carrefour. Mais où en est la contractualisation en marche avant ? Où en sont les contrats dits de premier niveau entre industriels / transformateurs et agriculteurs qui permettraient dans un second temps une négociation entre le fournisseur et son distributeur transparente et à 100% protectrice de la matière première agricole. Avec l'hyperinflation, il nous a été ensuite demandé de remettre le focus sur les clients. Nous n'avions évidemment attendu personne pour prendre des initiatives, c'est notre métier. Nous avons néanmoins accepté, en complément de nos politiques commerciales, de constituer des dispositifs anti-inflation, les fameux paniers anti-inflation. Au même moment, nous acceptions aussi la réouverture de négociations commerciales, pourtant légalement achevées, afin de tenir compte de la hausse des matières premières. Ce que les industriels ont fermement refusé, quand au contraire, les prix de ces mêmes intrants diminuaient fortement. Et aujourd'hui, alors que l'hyperinflation a cessé, mais que nos compatriotes demeurent sous le choc d'une hausse de 25% des prix des produits alimentaires, que la distribution a seule pu contenir, on laisserait entendre que les distributeurs opèrent avec des marges indues, qu'ils abuseraient, qu'ils auraient un comportement mortifère. Je vous le dis, ce n'est ni sérieux, ni responsable, ni très respectueux de notre métier. L'engagement permanent des distributeurs pour concilier les impératifs du pouvoir d'achat, première préoccupation, et de loin de nos concitoyens, et la juste rémunération de l'amont n'est pas à mettre en doute. Pas davantage que l'accompagnement de toutes les politiques publiques, je viens de le rappeler. Je voudrais terminer mon propos en vous faisant part d'une conviction personnelle forte. Depuis 30 ans, 40 ans, le commerce ne cesse de faire l'objet d'interventions législatives. La tentation d'intervenir sur les prix et dans le libre jeu d'acteurs privés demeure en France beaucoup trop forte. Aucun autre pays, en dehors de régimes politiques que, je crois, personne n'a envie de copier, ne connaît cette tentation permanente d'intervention. Or, le commerce est une activité qui ne peut s'épanouir que dans la liberté. Liberté d'arbitrer entre les produits, en ajouter, en supprimer, en créer, c'est bâtir un assortiment parmi des milliers de références. Liberté de négocier, car la négociation est l'acte fondateur, incontournable et nécessaire de notre métier. Liberté de fixer les prix, parce que c'est là aussi l'essence du métier pour construire la meilleure offre pour le client. Et qui est l'arbitre final de tout ceci ? C'est le client. L'échec d'un assortiment, d'une négociation, de la fixation d'un prix, c'est dans nos magasins qu'il se constate. Si j'ai un seul message à vous délivrer, c'est bien celui-ci. Laissez la liberté aux acteurs privés, redonnez de l'air au secteur, cessez de réglementer à la demande des uns ou des autres. Chez Carrefour, nous croyons que seule la contractualisation et non la surréglementation
peut mettre un terme à la défiance que certains cherchent à installer en espérant en bénéficier. Je vous remercie. On va passer la parole à Madame la rapporteure pour la première question. Monsieur le Président, merci pour ce propos liminaire. Je vois que les objectifs de cette commission d'enquête et vos propos liminaires se rejoignent, puisque c'est bien à la fois de s'assurer que le pouvoir d'achat est respecté, que les agriculteurs sont rémunérés au juste prix et qu'il y a une juste répartition des marges sur l'ensemble de la chaîne. Tel est notre objectif et l'objectif de cette commission d'enquête. Alors, j'ai bien entendu dans votre propos liminaire quelque chose qui était un peu à charge. Ça ne l'est pas. Nous menons une enquête sur la constitution des marges. Nous entendons certaines choses qui, effectivement, peuvent être surprenantes et sur lesquelles je vous interrogerai. Donc, la première question que j'ai à vous poser, puisque vous commercialisez nombre de produits dans vos magasins Carrefour, c'est est-ce que pour l'ensemble de ces produits, vous respectez la loi française? Puisque nous savons aujourd'hui qu'avec le jeu des centrales européennes, il est facile et aisé de contourner cette loi. Est-ce qu'en ce qui vous concerne, et je crois que vous l'avez dit sur BFM, vous respectez bien la loi française? Merci Madame la rapporteure. Je l'ai dit sur BFM et ça a encore plus d'importance. Mon directeur de la marchandise France est venu vous le dire ici. Nous respectons la loi française. Tout à fait. Donc ça, déjà, c'est bien clair et on part sur un point qui est un point positif nous concernant. Car tout le monde n'a pas dit ça à cette place à laquelle vous êtes. Alors, il se trouve quand même que vous avez été condamné il n'y a pas très longtemps, et c'était en mars 2025, à 3 millions d'euros d'amende pour avoir dépassé la date butoir légale du 1er mars sur les accords commerciaux. Et ça, c'était valable pour 157 fournisseurs. Et je crois avoir lu, d'ailleurs, que 122 des 157 conventions établies tardivement présentaient pourtant des dégradations tarifaires consenties par les fournisseurs. Donc moi, je voulais savoir simplement sur cette affaire si le fait d'avoir fait traîner les signatures alors même que les fournisseurs avaient déjà accordé des rabais, c'était pour obtenir plus de baisse de tarifs. Est-ce que ça faisait partie de la guerre des prix? Chère Madame, je suis ravi que vous me posiez cette question. Très bien. Vraiment. Vous m'autorisez à avoir une parole libre, bien que sous serment? Ah bah libre et sous serment. Très bien. Cette loi qui conduit, cette partie de la loi qui conduit à sanctionner le 1er mars le distributeur qui n'aurait pas conclu sa négociation avec l'industriel est une des dispositions législatives les plus bêtes que je connaisse. D'ailleurs, pardonnez-moi, si je peux me permettre de continuer, je vais juste vous m'autoriser. De temps en temps, je discute avec des patrons mondiaux d'autres groupes avec lesquels je négocie. Et ils me disent toujours, en off bien sûr, mais comment est-ce possible qu'en France, quand la négociation ne s'est pas terminée le 1er mars, entre moi et Coca-Cola, entre moi et Pepsi-Cola, entre moi et Henkel, entre moi et Procter et Gamble, on décide de sanctionner le distributeur. Avouez que intellectuellement, cette idée qui consiste à avoir deux grands groupes qui négocient, un groupe international et un groupe français, et à considérer que quand le 1er mars, la négociation n'a pas abouti, on va sanctionner le distributeur français qui n'est pas arrivé à trouver un accord avec un autre co-contractant, c'est quand même intellectuellement difficile à définir. Cela dit, vous avez tout à fait raison. Il nous est arrivé de ne pas arriver à conclure l'ensemble des contrats au 1er mars. Vous savez qu'on a des milliers de contrats à conclure, et dans ce cas-là, nous avons une sanction qui nous est apposée, je pense, par la DGCCRF, c'est ça, dont nous contestons d'ailleurs évidemment les principes, puisque c'est normalement la loi espagnole qui s'applique, mais qu'importe, ça c'est un élément très secondaire, mais il nous arrive de ne pas respecter la loi du 1er mars, et ça nous arrivera dans le temps. Nous avons des milliers de négociations, et nous avons face à nous des grands distributeurs mondiaux, dont l'intérêt, vous le comprenez aisément, pour un certain nombre d'entre eux, c'est de nous amener au 1er mars, puisqu'ils savent que le 1er mars, nous allons être condamnés si jamais nous n'avons pas trouvé un accord.
Très bien. Alors, il y a un autre sujet qui vient de sortir. Oh, pardon. Non, je vous en prie, Madame la rapporteure. C'est juste une précision au regard des montants que vous avez donnés. Je pourrais vous les vérifier. Je crois que, malheureusement, l'amende est un peu plus élevée. J'ai en tête 7,6 ou 7,3 millions d'euros. Voilà, donc pour la bonne précision. Et en revanche, c'est 7 fournisseurs. Alors, en nombre de conventions, ça fait peut-être un peu plus. 150, ça me paraît beaucoup, mais à vérifier. Mais 7 fournisseurs et 7 millions, en gros, d'amende pour les négociations de l'an dernier. Pardon. Très bien, je vous remercie. Alors, il y a un autre sujet qui vient de sortir et qui, là aussi, met Carrefour dans l'irrespect des lois, puisque vous avez été condamné via votre enseigne SoBio à 360 000 € d'amende pour irrespect des délais légaux de paiement à la suite d'une enquête des services de la répression des fraudes. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Alors oui, enfin on a fait l'objet de contrôles de la DGCCRF en matière de délai de paiement et de respect. D'ailleurs, je pense au-delà de SoBio, de l'ensemble de nos enseignes et de délai de paiement. Donc en effet, on a eu des amendes en matière de délai de paiement. Je n'avais pas le montant exact s'agissant de SoBio. J'ai pas d'autres commentaires à faire que d'une part l'amende sera acquittée sous réserve que nous vérifions que il y aura sans doute une phase contradictoire avec la DGCCRF. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Comme on s'intéresse beaucoup à l'agriculture et à l'agriculture bio, du coup, c'est quand même important de savoir que des fournisseurs bio qui peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires par rapport à d'autres fournisseurs soient payés dans les temps. Ça fait partie également des bonnes pratiques du métier de distributeur. Pour revenir à la question de la marge, si vous pouvez nous présenter la marge consolidée du groupe Carrefour en expliquant son calcul comme l'ont fait les autres grands patrons de la grande distribution ici, si vous voulez bien. Vous pouvez nous le détailler en nous expliquant les charges de fonctionnement, les salaires, les impôts de production, tout ça est public vous concernant, mais si vous pouvez nous le détailler, ce serait bien. D'abord, vous avez raison, comme elle est publique, le résultat final est connu. Ma marge dite opérationnelle en France est de 2,5%. Elle a été publiée il y a une semaine. Et mon résultat net, il faut défalquer à la marge opérationnelle des éléments notamment financiers et fiscaux, est inférieur à 0,7. Donc ça, c'est ce qui me reste à la fin de mes activités France. Après, elle se compose de manière très classique, mes collègues vous l'ont décrite. Il y a une marge brute produit auquel je dois soustraire le fonctionnement du magasin, les frais de personnel principalement, les coûts énergétiques, tout ce qui fait fonctionner à la fois le magasin, les entrepôts, etc. Et j'arrive donc à une marge brute qui est à 2,5%, qui est donc ma marge opérationnelle, pardon. Quel est le poids des salaires et charges Dans un magasin, prenons un grand magasin, un hypermarché, les charges salariales, la charge salariale est entre 10 et 15-16% selon le fonctionnement du magasin. D'accord. Et est-ce que c'est ce poids-là qui vous a conduit à changer de modèle et à avoir de plus en plus de franchisés ? Alors la franchise chez Carrefour, ça vise deux objectifs. Le premier, c'est, la franchise dite offensive, c'est l'accélération de l'ouverture de notre parc de magasins en proximité. Nous avons 5000 magasins de proximité. Donc là, ce sont des entrepreneurs qui ouvrent des magasins avec les enseignes que vous connaissez, Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, etc. Ça, c'est dans les petits magasins. Dans les très grands magasins, c'est le sens de votre question, c'est une stratégie de franchise plus défensive, celle-là. L'objectif, c'est de sauver ces magasins. On avait une partie de notre parc de magasins qui était en perte structurelle, c'est-à-dire qu'elles accumulaient année après année des pertes en dépit des tentatives que nous faisions d'améliorer leur profitabilité. Et nous avons décidé, pour ne pas fermer le magasin, moi j'ai jamais fermé un hypermarché en France, nous avons décidé de transférer ces magasins à des entrepreneurs, soit en location-gérance, soit en franchise,
Donc ce sont des entrepreneurs qui s'engagent, qui investissent et qui reprennent le magasin et qui les développent. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on commence à avoir du recul sur cette question-là, ça fait la 6e année qu'on passe à peu près une quinzaine d'hypermarchés par an. C'est 15 magasins par an cette année. C'est que la totalité, ou quasi-totalité, peut-être 1 ou 2 magasins près, sont des magasins dont on constate, après quelques années, à la fois que les revenus ont progressé, que la rentabilité a été restaurée, que la satisfaction client est en hausse. Donc ce passage que nous avons fait, qui nous a permis d'éviter la fermeture de magasins, qui était vraiment le grand objectif que nous avions, nous a permis de sauver ces magasins. Et désormais, Carrefour est un modèle très hybride, entre à la fois un modèle très intégré de magasins et un modèle franchisé. Est-ce qu'on peut dire également que c'est une manière de déléguer la ressource humaine et l'embauche de personnel, que c'est aussi une manière de dégrader les conditions, des conditions d'embauche, ou en tout cas les conditions de salaire et les conditions de travail, puisqu'en fait, vous l'avez dit, c'est 10 à 16% de dépenses. Donc c'est important, c'est pas pareil d'être à 10 que d'être à 16, puisqu'on sait bien que la marge se joue à 2%, donc l'écart de 6% fait passer d'une situation positive à une situation fortement négative. Donc moi ma question est simple, est-ce que ce système vise en fait à faire supporter par d'autres le poids des ressources humaines, à dégrader les conditions de travail, et quand j'entends conditions de travail, j'entends par là salaire et conditions générales de travail, pour pouvoir avoir une marge qui correspond à cette marge moyenne. Madame la rapporteure, ma réponse sera aussi simple que votre question. La réponse est non. C'est d'abord un mécanisme qui nous a permis de sauver des magasins. Je suis sûr que vous êtes très sensible à ce point-là. Le fait d'avoir conservé un parc d'hypermarchés qui était pour une partie en danger, nous n'avons fermé aucun magasin. Deuxièmement, il y a 2 garanties. D'abord, il y a des garanties légales, bien sûr. Chaque salarié dont le contrat est transféré conserve évidemment les éléments contractuels. Et puis, nous avons négocié avec les partenaires sociaux une clause sociale, qui est une clause de protection avec l'ensemble des organisations syndicales qui ont signé, c'est un accord majoritaire, et qui, en fait, permet de maintenir les avantages, en plus des avantages légaux, de maintenir les avantages qui étaient les avantages antérieurement détenus par les salariés. Donc non, ce n'est pas une dégradation des conditions de travail. D'ailleurs, comme c'est un élément qui est extraordinairement important pour moi, nous mesurons chaque année, dans une étude que nous faisons auprès des fameux magasins qui sont passés en location-gérance, l'état de satisfaction des employés. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, au fond, quelqu'un qui travaille dans un magasin, le plus important, c'est que son magasin aille bien. C'est que son magasin fonctionne bien. Et quand le magasin va mieux, parce que quand on les passe en location-gérance, les magasins vont mieux, on a une satisfaction de nos employés qui croient. Alors, il y a toujours une inquiétude de départ qui est très légitime, parce que ça veut dire qu'on sort évidemment du modèle Carrefour initial et qu'on se retrouve avec un entrepreneur. Donc, il y a une inquiétude initiale. Mais comme on a le recul de quelques années, c'est intéressant d'avoir le recul de quelques années, on se rend compte qu'au global, à la fois, on a sauvé les magasins, on a une satisfaction globale de nos clients et de nos employés qui a progressé. Et donc, c'est un mécanisme qui nous a permis de préserver notre parc d'hypermarchés. Oui. Après, je ne peux pas vous laisser dire simplement maintenir les conditions de travail sans préciser que vous leur demandez de maintenir les conditions de travail pendant 18 mois. Oui, mais au terme... Il faut le dire. Oui, vous dites maintenir les conditions de travail comme si elles étaient maintenues durablement. Elles sont maintenues pour 18 mois. Après, le franchisé ou celui qui reprend le gérant a le choix de mettre ses propres conditions d'embauche. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on a vu du tout. D'accord. Très bien. Alors, donc, reprenons sur la question, sur les questions de marge et de part de marché. Vous avez des objectifs très importants de développement de votre part de marché, puisque si je vous ai bien lu, vous avez comme objectif 25% en 2030. C'est bien cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez atteindre cet objectif? Est-ce que l'atteinte de cet objectif va nécessairement exiger une guerre des prix? Merci beaucoup, parce qu'en effet, c'est un objectif important de notre plan. Nous avons affiché l'ambition d'atteindre un quart du marché français. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? On va le réaliser de 2 manières. La première, c'est le développement de notre enseigne, de nos parts de marché naturelles.
Et ça, c'est à la fois, vous avez raison, une compétitivité prix, parce qu'on est dans un métier où la compétitivité prix est une condition indispensable à une bonne performance. Si vous êtes en prix déconnecté de la moyenne du marché, vous avez un problème dans ce métier-là. Donc il y a de la compétitivité prix, mais pas seulement. Il y a des éléments qui sont des éléments propres de développement de notre enseigne, à la fois de la croissance de la proximité. J'ai affiché des ambitions d'ouvrir 1000 magasins en France. Développement dans nos magasins d'une offre basée sur les produits frais. Vous savez que nous sommes leaders en France sur les produits frais, tant en part de marché qu'en prix. Et donc, on a un volet très fort sur les produits frais qui est un élément de singularité. Comme le bio, vous citiez le bio. Nous sommes leaders en France du bio et nous avons l'intention de renforcer encore ce leadership. Accélération aussi du e-commerce. Nous sommes devenus leaders de la livraison à domicile et on a là aussi des nouvelles ambitions. Et puis, l'ensemble des éléments de transformation de notre modèle, de notre parc de magasins, etc., tout ça doit contribuer à nous permettre d'atteindre ces 25% de part de marché, auxquels peut s'ajouter, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, des opérations tactiques sur des petits ensembles de renforcement. On peut soit attirer des franchisés qui nous rejoignent. On a fait ça, par exemple, l'année dernière avec 2 groupes français, puis Guémagne, qui étaient chez un autre de nos concurrents et qui ont rejoint Carrefour. Donc, c'est des master franchisés qui nous rejoignent, ou des opérations d'acquisition sur tel ou tel format ou telle autre entreprise qui vendrait un format ou la totalité de son activité. Et de manière très sélective, on peut décider de se renforcer à travers ces opérations. Ces 2 éléments nous permettent de viser ce 25% de part de marché qui est en effet un marqueur de notre plan. Petite question complémentaire. Dans cette stratégie, est-ce qu'il y a une place pour la valorisation des produits français ? Ah oui, elle est évidemment très centrale. Elle est d'abord centrale. C'est éteint tout seul, pardon. Elle est d'abord centrale à travers cet objectif du frais que nous avons évoqué. Vous savez que la contractualisation, Carrefour représente 1/3 de la contractualisation en France. Donc quasiment 2 fois notre part de marché naturel. 1/3 des contrats de long terme qui sont conclus en France sont conclus par Carrefour. L'approvisionnement, qui est une question absolument clé. Quand je regarde les grandes familles, 100% de notre approvisionnement en lait, en œufs, en volaille est français. 96%. C'est produit français. 96% à peu près pour le bœuf. Pour les fruits et légumes, 86% de ce qui est produit en France, c'est un approvisionnement français. Donc l'objectif de l'approvisionnement France, il est vraiment au cœur du modèle de Carrefour. Il a d'ailleurs toujours été, c'est pas moi qui ai porté le premier ce sujet-là, c'est vraiment un élément de singularité de notre modèle qu'on a beaucoup renforcé. Vous savez qu'on a aussi des filières dites qualité, dont la double spécificité, c'est qu'ils assurent une rémunération stable aux producteurs, ou en tout cas connue aux producteurs sur plusieurs années, et qu'ils garantissent aux consommateurs des produits d'une qualité exceptionnelle. L'ensemble de ces éléments-là, il y a donc 30 000 producteurs avec lesquels nous travaillons de manière très privilégiée et à long terme. C'est vraiment l'engagement Carrefour vis-à-vis du monde agricole et la spécificité de notre offre. Oui, dans une interview au Figaro, vous avez dit que, quand vous avez présenté ce plan, vous avez indiqué que le géant Walmart était un modèle à suivre pour votre groupe, et en particulier sur la distribution du résultat net en dividendes qui atteignait 50 à 60%. Est-ce que l'objectif de conquête de parts de marché, qui repose en partie sur une forte compétitivité de prix, est compatible avec un tel niveau de distribution de dividendes ? Chère madame, puisque je suis sous serment, il m'arrive de prendre comme exemple Walmart, mais jamais pour la distribution de dividendes. Ce que j'ai dit, c'est que Walmart était un modèle pour la transformation digitale réalisée. C'est devenu un immense acteur à la fois du commerce, et principalement du commerce, parce que c'est le plus grand des commerçants mondiaux, mais qui a su transformer le modèle du e-commerce, du digital, de la digitalisation du magasin, l'introduction de l'intelligence artificielle. Et j'ai dit
que ces éléments-là étaient très inspirants pour nous. Et d'ailleurs, nous avons présenté un plan. On a beaucoup investi ces dernières années dans la transformation digitale, dans le e-commerce, et on a rajouté cette fois-ci un élément très central qu'est l'intelligence artificielle, en disant c'est un des grands paris du plan stratégique. L'intelligence artificielle va rendre nos magasins plus intelligents et va créer une nouvelle façon de faire du e-commerce. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai pris comme modèle Walmart. D'accord, très bien. Donc, ça n'est pas pour distribuer 50 à 60% du résultat net en dividendes. Non, ça c'est c'est votre objectif. C'est un élément qui fait partie de notre politique financière, mais c'est pas un élément pour lequel Walmart m'inspire. Mais c'est quand même votre objectif. C'est un élément évidemment de notre politique financière. Et il est quand même compatible, vous trouvez qu'il est compatible aujourd'hui avec l'augmentation des parts de marché et la guerre des prix qui ne fera que se durcir? Oui, c'est une très bonne question. Ma mission, j'allais même dire ma responsabilité, c'est de rendre cela compatible et de créer un cercle vertueux dans lequel à la fois nous avons de la croissance, nous augmentons nos parts de marché, nous nous renforçons dans nos pays cœurs, nous arrivons à travailler avec l'ensemble des parties prenantes de manière extraordinairement satisfaisante, dont le monde agricole, et en parallèle, nous dégageons une rentabilité un peu supérieure à celle que nous avons. Je disais aujourd'hui autour de 2,5%. Nous avons annoncé l'objectif d'être à 3,2% en 2028 et 3,5% en 2030, ce qui nous place moins loin des grands leaders de notre métier. Et puis grâce à ça, d'avoir ensuite une politique financière qui est une politique qui permet de rémunérer les actionnaires qui nous rejoignent et les investisseurs qui nous font confiance, de manière à continuer le développement de notre groupe. C'est ça le modèle que nous construisons. Alors vous comprenez, quand vous nous dites 3,5%, ça nous inquiète un peu, et ça nous inquiète un peu parce que aujourd'hui, nous savons que les négociations commerciales sont déjà très tendues, alors que vous expliquiez que la marge était autour de 2,3%. Si on doit arriver à 3,5%, ça veut dire que ça va encore plus tendre ces relations commerciales. Et tendre ces relations commerciales, je vais vous poser maintenant les questions sur les négociations de prix. Juste, pardon, 3,5% à horizon 2030, c'est au niveau mondial, sachant que j'ai d'autres géographies. Donc, comme je pars de 2,6 en France, j'ai l'ambition de continuer la France participera de cette augmentation-là, mais le 3,5 à 2030, l'objectif, c'est un objectif mondial. Il faut me rassurer un peu. Très bien. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle effectivement du rapport de force que vous entretenez avec les industriels. J'aimerais également qu'on parle des négociations de prix. Nous savons qu'il y a de grandes tensions. Donc j'aimerais savoir si vous-même, dans vos négociations de prix, vous participez de toutes ces tensions. Alors j'ai lu un ouvrage qui est paru en 2023 qui dénonce des méthodes de négociation avec les fournisseurs. Donc il y a les rendez-vous annulés au dernier moment, ça on l'a vu, tenus avec un nombre d'heures de retard incroyable. Absence de chauffage, j'ai vu dans les box de négociation, ou au contraire trop de chauffage dans le box des négociations. Vraiment, vous et l'ensemble de la grande distribution faites vraiment preuve de beaucoup de créativité en la matière. Alors moi, je voudrais savoir si ces pratiques existent réellement ou alors si elles n'existent plus. Écoutez, je ne le crois pas. Quand je vous dis je ne le crois pas, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas telle ou telle négociation avec tel ou tel grand industriel mondial avec lequel la discussion n'est pas bonne. Je ne peux pas vous le dire, je vous dirais ça, je vous dirais n'importe quoi, je ne le crois pas. En tout cas, on a une charte de bonne conduite, ce ne sont pas des pratiques du groupe Carrefour, on a un code de bonne conduite, je ne verrai ni aucun intérêt à ce type de pratique, et par ailleurs, elles sont totalement étrangères à mon éthique personnelle, donc franchement, elles sont très éloignées, mais vous dire que ça ne peut pas exister, je ne peux pas vous le dire, mais je ne le crois pas. Et par ailleurs, si vous me permettez, la question au fond principale, c'est quand vous parlez des négociations, ce qui va nous amener assez vite, j'imagine, aux centrales d'achat. On y arrive. Vous parlez de négociations avec des groupes. Moi, j'ai 45 fournisseurs qui font partie de ma centrale d'achat. Ce sont des groupes qui sont d'ailleurs, pour 92% d'entre eux, des groupes non français, qui sont plus puissants que moi. Autrement dit, quand je discute avec, et ce sont des bons partenaires, mais si je les cite, quand je discute avec Pepsi Cola, avec Procter & Gamble, avec Unilever, je n'ai pas l'impression, vraiment, je n'ai pas l'impression que je suis un immense géant
face à des groupes qui ne seraient pas capables d'affronter une négociation. On s'intéresse moins à ces groupes-là, je ne vous le cache pas, Oui, mais qu'aux PME françaises, qu'aux ETI françaises et qu'à nos agriculteurs. Et vous avez totalement raison, mais quand on parle des centrales, la centrale Carrefour, c'est une centrale où je négocie avec ces 45-là. Mais il n'y a pas que des Coca-Cola, dans les 45. Si je vous donne la liste des 45, je peux faire la lecture. Non, mais c'est-à-dire que c'est un argument... C'est un argument, on l'a entendu, on l'a enregistré. Mais l'idée de cette commission d'enquête, c'est d'aller au-delà. Effectivement, on n'a pas fait une commission d'enquête pour savoir si vous traitiez bien Coca-Cola, bien sûr, mais ou Ferrero, voilà. C'est pas le cœur de notre cible, vous comprenez. Mais par contre, on peut parler de cela parce que ça va, mais on sera pas sur le sujet qui nous préoccupe. Formidable. Mais donc dans ce cas-là, nous ne sommes pas sur les centrales, parce que les centrales. Mais pardon, excusez-moi. On va quand même y aller. Les 45 qui sont celles avec lesquelles je négocie, il y en a 45. Il y en a 42 dans lesquelles il n'y a même pas de matière première agricole. Il n'y en a que 3 dans lesquelles il y en a. Lactalis, Danone et McCain, qui n'est pas très français, mais qui a des usines en France. Oui. Non, mais qui n'est pas très français, chère madame. Non, mais qui a des usines en France. Non, mais on ne peut pas se dire que McCain est une entreprise française. Mais, donc il y en a 3. Donc il y en a 40. McCain est une entreprise française. Donc il y en a 42 qui sont des entreprises, ce sont donc des très grandes entreprises dans lesquelles il n'y a pas de matière première agricole. Si je vous en fais la lecture, et si vous regardez la valorisation de chacune d'entre elles, vous serez frappé par le fait que c'est des entreprises de grande taille. Le fait que ce soit des entreprises de grande taille ne les disqualifie pas d'ailleurs. Mais c'est juste parce que vous avez raison, le sujet principal, c'est la question agricole. Et pas que, mais celle-là est importante. Mais dans ma centrale d'achat, en tout cas, 45 négociations avec des grandes multinationales mondiales. Alors, s'agissant de la sanctuarisation de la matière première agricole, puisque c'est un sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse également. Vous critiquez également l'option 3 comme nombre de distributeurs ici à votre micro, ou vous considérez que l'option 3 est une bonne manière de sanctuariser aussi la matière première agricole? Je la critique, et j'espère que vous aussi, parce que dans un schéma où ce qui doit nous occuper les uns et les autres pour redonner de la confiance, ça naît de quoi? La confiance, elle naît de la transparence. Plus il y a de la transparence, plus tout le monde est confiant dans ce qui se passe. L'option 1 et l'option 2, qui donnent la valeur même de la matière agricole, on ne va pas sophistiquer entre l'option 1 et l'option 2. L'option 3, elle ne donne que l'évolution certifiée par un commissaire aux comptes. On est tous d'accord, enfin je crois, que l'option 1 donne plus de transparence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre d'acteurs ne veulent pas de cette option 1 et 2 et ont recours à l'option 3. Donc moi, je peux faire avec l'option 3, c'est pas... Mais dans un schéma où on se dit que ce qui est important, c'est de sanctuariser la matière première agricole, et donc que je négocie jamais la matière agricole, plus vous la connaissez bien, plus elle est précise. Oui, mais là, si vous avez un commissaire aux comptes qui est quand même une profession assermentée, oui, mais l'option 3 me donne l'évolution de la matière première agricole. L'option 1 et 2, je pense que c'est non contestable, d'ailleurs même par les industriels, elle donne la valeur. Oui. Plus c'est précis, plus je sais quelle est la matière première agricole, plus c'est facile de sanctuariser cette matière première agricole-là. Plus c'est imprécis, plus c'est juste une évolution. Bien sûr, mais c'est ça de la sanctuariser, c'est que vous avez un tiers de confiance qui est un commissaire aux comptes qui vous dit quelle est l'évolution, et vous vous accordez à ne pas toucher à cette évolution de la matière première agricole. Pardon, mais c'est pas le choix du législateur lui-même, puisqu'il a prévu une option 1 qui donne la matière première agricole en valeur absolue, une option 2 qui a une décomposition un peu différente, et une option 3, au cas où la 1 et la 2 n'ont pas été données, qui est la certification sur la base d'une évolution. Donc le législateur lui-même, et d'ailleurs je me souviens des débats, et quand on lit les débats, on le voit très bien, le législateur lui-même se disait l'option 1 est la privilégiée. Moi je vis avec l'option 3, c'est pas dramatique, mais plus c'est précis, plus je connais la matière agricole, plus vous êtes certain que je ne peux pas la négocier. Non mais monsieur, faut être honnête. Pourquoi il y a 3 options? Parce qu'il y a différentes catégories de produits. Il y a un produit où il y a une matière première agricole, donc on va pas la cacher, ça va être clair. Et puis il y a des produits où il y a beaucoup de matière première agricole. C'est pour ça qu'il y a plusieurs options. C'est pas amusé à faire plusieurs options juste pour compliquer les choses ou pour offrir un échappatoire. On a au contraire voulu cette option 3. Je rappelle que c'est pas une créativité du parlementaire. Tout ça est issu des États généraux de l'alimentation quand même, avec la complexité des produits agricoles
agricole où parfois il y a beaucoup de matières premières agricoles et où on ne va pas mettre des gens autour des tables pendant des heures pour aller décortiquer. Alors j'ai 0,5% de ça, j'ai 1,5% de ça pour faire des traques administratives que vous condamnez. Donc l'option 3, elle a vocation effectivement à répondre aux besoins d'information que vous devez avoir en termes de cadrage des prix, sans rentrer dans une complexité administrative par rapport à des produits agricoles qui se trouveraient trop nombreux dans un même produit transformé. Voilà. Alors après que ce soit perfectible, certainement, mais il ne faut pas faire un mauvais procès à l'option 3. Néanmoins, mais je crois, pardon, excusez-moi, je me permets, mais je crois que ça vous a été dit par Hervé Daudin, qui vous a fait part de surprises de temps en temps, s'agissant d'exactement la même matière première agricole, avec des évolutions, puisqu'on ne connaît que les évolutions, qui sont sur des matières premières importantes, dans des produits ou qui sont essentiellement sur des matières, avec des évolutions extraordinairement différentes. Et je crois qu'il vous a dit, simplement, que ça pouvait susciter des étonnements et des questions chez les distributeurs qui ne sont pas illégitimes. Voilà. On a beaucoup entendu parler de chocolat, c'est vrai. Beaucoup. Non, je plaisante. Alors, maintenant, je veux vous entendre sur vos centrales d'achat. Les centrales d'achat à l'international, celles qui négocient avec les grands. J'aimerais en fait que vous nous expliquiez comment votre groupe fonctionne. Donc, si j'ai bien compris, vous avez une centrale européenne qui s'appelle Eureka, qui, elle, achète pour vous. Vous avez également CWT, qui est votre centrale de service. Les deux-là sont réunis dans un groupe qui s'appelle Concordis. Est-ce que jusque-là, ce que je dis est juste ? Je vois que vous faites comme ça. Alors, je vais vous laisser nous expliquer votre organisation. Merci beaucoup. En centrale d'achat et de service. Alors, Concordis, c'est l'organe de gouvernance de l'Alliance à l'achat qui est conclue entre Carrefour, U, comme vous le savez, oui. Coopérative U, et RTG, qui est un distributeur allemand. Concordis ne négocie pas, mais confie la négociation à deux commissionnaires. Eureka, c'est ça, pour la négociation des conditions d'achat des produits de marque nationale, et CWT pour la négociation des prestations de services internationaux. C'est ça là. C'est comme ça que c'est articulé. Très bien, c'est bien ce que j'avais compris. Alors, c'est quoi le statut de Concordis ? Du coup, c'est un organe de gouvernance à l'Alliance. D'accord. Donc, c'est une société qui est installée à Bruxelles. C'est un organe de gouvernance qui prend les décisions structurantes, qui fixe les orientations. Il y a un conseil d'administration, il y a un comité de pilotage qui réunit les directeurs de marchandises des trois entités, Coopérative U, Carrefour et RTG. Et donc, elle fixe les orientations et les objectifs de la négociation qu'elle confie ensuite à Eureka pour les achats, à CWT pour les prestations de services. Donc, elle mandate ces deux institutions-là. Donc, Eureka, alors attendez, CWT, c'est en Suisse. Oui, absolument, ça a été créé il y a 30 ans. Et Eureka, c'est en Espagne. C'est à Madrid, hein, c'est ça. Exactement. D'accord. Et oui, et Concordis à Bruxelles. Oui. Quand vous avez un Français, un Allemand, assez souvent, comme ça peut être ni en France ni en Allemagne, les centrales sont parfois aux Pays-Bas. Nous, on l'a mis en Belgique parce qu'on estime que c'est plutôt la capitale de l'Europe. Et c'est un organe de gouvernance. C'est juste, c'est l'endroit où elle est localisée, où les réunions se font. Donc en fait, et alors maintenant je voudrais voir les flux financiers. Il n'y a pas de flux financiers entre Eureka, CWT et Concordis, où il y a des flux financiers. Non, en fait, Eureka et CWT préexistaient à Concordis, puisque c'était des structures à Carrefour, et d'une certaine façon, RTG-U, la solution n'a pas consisté à ce que RTG-U entre, entre guillemets, dans la société Eureka et dans la société CWT, mais de créer cette structure Concordis qui, comme l'a dit Alexandre Bompard, fixe les objectifs. Donc, il n'y a pas de flux financier entre ces sociétés. S'agissant de Carrefour, il y a des flux financiers entre Eureka et le groupe Carrefour, et des flux financiers entre CWT et le groupe Carrefour. Le groupe Carrefour. Exactement. Très bien. Alors maintenant, je vous pose la question qui est la question habituelle entre centrale d'achat et centrale de service. Alors déjà, première question, est-ce que votre centrale de service CWT n'est une centrale de service qu'à l'international et qui ne concerne que les entreprises internationales ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'aucune PME, ETI française n'achète de services
ACWT. Non, c'est des prestations de services internationales. Elle D'accord. existe depuis 30 ans. Comme vous le savez, c'est peut-être une spécificité par rapport à d'autres groupes. On a une dimension mondiale qui est très affichée, très affirmée. Et donc, c'est une prestation de services internationale. De mémoire, Laurent, on a 65 fournisseurs, je crois, qui passent par Concordis. Donc, c'est 65 grands groupes qui ont une ambition internationale. Et mesurer, pardon, pour compléter ce que vient de dire Alexandre Bompard, que ça concerne donc des territoires où Carrefour est présent en intégré, comme on dit, donc la France, l'Espagne, etc. Et puis, c'est également un service qui est rendu par les partenaires internationaux que Carrefour a. Donc, ça peut être des services qui sont rendus sur des territoires comme les Émirats Arabes Unis pour Majid Al Futtaim et tous les partenaires que Carrefour a dans le monde, en franchise. Très bien, je vous remercie. J'aimerais savoir si tous ceux qui négocient, enfin tous les fournisseurs qui négocient avec Eureka achètent des services ACWT. Non, il y a un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs parmi les grands acteurs, qui ne sont pas intéressés par les services internationaux. L'immense majorité est intéressée, parce qu'on leur propose des services dont on estime qu'ils ont beaucoup d'intérêt pour eux. Il y a des grands fournisseurs mondiaux qui nous disent « moi, ce service-là, cette année ne m'intéresse pas, ou plus structurellement ne m'intéresse pas ». Et dans ce cas-là, on achète chez Eureka, mais ils ne négocient pas via CWT. Donc on a une liste de fournisseurs mondiaux qui décident de ne pas recourir aux prestations de services. C'est pas du tout la majorité, mais évidemment ça existe et c'est pas un problème quand c'est le cas. Si on peut avoir cette liste en offre, vous merci. pouvez nous l'envoyer. Dès la sortie, Oui, je pourrais on vous vous la donner communiquera, quelques bien exemples sûr. et on vous donnera Oui, une liste complète. Voilà, vous pouvez nous l'envoyer Bien sûr. après l'audition. D'accord, donc vous avez effectivement cette centrale qui est la centrale de service. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la part des services par rapport au chiffre d'affaires ou au chiffre des ventes. C'est-à-dire que quand un client vous vend 100, quelle est la part de service en moyenne que vend CWT ? On vous reviendra, parce que je ne pense pas qu'on puisse vous le donner. Vous n'avez pas comme ça de tête. Non. C'est pas quelque chose comme que ça vous C'est pas suivez. comme ça qu'on le calcule. Donc on vous donnera les éléments. Ouais. Pourquoi c'est pas comme ça que vous le calculez ? Parce que c'est pas lié au produit, que c'est très variable selon les négociations qu'on a conduites. Comme je vous le disais, il y en a qui recourent pas à ça. Donc c'est pas une donnée qu'on suit. D'accord. On suit la performance générale de CWT, ses objectifs de négociation, mais on ne suit pas le lien avec Pourtant, le vous produit. faites bien le plan d'affaires tel qu'il Oui, mais est noté avec le 2 net, le 3 net. On ne peut pas vous le donner via CWT. D'accord. Mais on vous communiquera les éléments en vous permettant de vous en approcher. D'accord, très bien. Vous nous confirmez bien sûr que tous les services de CWT sont des services réels qui existent, ou alors vous nous dites qu'il existe un droit de péage, comme le disent souvent les fournisseurs et les industriels ici, qu'il faut commencer par payer pour pouvoir être référencé. Je crois que vous avez, lors de l'entretien, lors de l'audition, avec Hervé Daudin, il vous a décrit, on a 81 pages de contrat dans un contrat CWT, avec des services qui sont des services extraordinairement précis. Ça, c'est notre avantage de notre développement international. Le développement international de Carrefour et sa présence internationale, soit en intégré, soit en franchisé, donne un relief particulier, évidemment, à ces services internationaux. Donc non, c'est tout sauf un droit de péage, ce sont vraiment des services très précis que nous donnons et que nous essayons de commercialiser. Alors, vous avez été condamné. Pour préciser, pardon, si vous me permettez, juste oui, pour revenir sûr. un instant en arrière sur question votre question précédente, pour expliquer pourquoi c'est pas tellement évident, c'est qu'en fait, la rémunération de CWT, elle est liée à le service qui est rendu au fournisseur. C'est-à-dire, si on lui aura un service sur la data, sur le développement de sa relation, etc., c'est pas forcément lié au prix d'achat. Vous voyez ce que je veux dire, si c'était ça votre question. Je sais bien. On rapporte le prix d'un service et la prestation qui est donnée. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas. Je sais bien, mais dans la descente du prix, c'est noté comme ça, en fait. Vous avez une fois net, 2 fois net, 3 fois net, et jusqu'aux 5 fois net, c'est bien de la descente de prix. Et donc, le prix final qui est compté, aujourd'hui, il est comptabilisé avec ce qu'on appelait avant des marges arrière, qui aujourd'hui ne le sont plus, mais qui est le prix des services. Alors, quand même, vous me dites quand même que ce sont des services pour lesquels il y a toujours une contrepartie réelle. Vous êtes quand même d'accord que ça n'a pas toujours été le cas, puisque vous avez eu des condamnations pour non-contrepartie réelle
elles datent de 2015, je vous accorde qu'elles sont quand même, qu'elles datent un peu, mais vous avez eu en 2015 des condamnations qui voyaient très clairement que vous n'aviez pas de condamnation, vous n'aviez pas de contrepartie réelle. Aujourd'hui, ces pratiques n'existent plus. Tous vos services sont avec contrepartie réelle. Alors écoutez, nous n'étions ni l'un ni l'autre en 2015, donc je ne sais pas je connais pas cette affaire-là. Aujourd'hui, il va de soi qu'évidemment, nous devons des contreparties pour respecter la loi, pour respecter nos partenaires, parce que c'est la relation contractuelle, et qu'en face de chaque qu'il y ait vraiment une contrepartie due par Carrefour et proportionnée au prix qui est acquitté par le fournisseur. Très bien. Je vous remercie. Alors, où est-ce que sont commercialisés du coup les services pour les PME et les ETI françaises, puisqu'ils ne sont pas commercialisés chez CWT. Ça se fait où? En France. En France, chez qui? Chez Carrefour. Directement chez Oui, vous. directement Donc chez vous Carrefour. internalisez, votre propre toutes les vente de négociations services. qui concernent la France, qui ne sont pas liées soit à ces 45 grands fournisseurs chez Eureka, soit aux 65 chez CWT, sont des négociations purement françaises, chez Carrefour France. D'accord. Et donc, vous internalisez vous-même le travail de centrale de services française. Exactement. D'accord. Très bien. Donc, parmi ces services, et là aussi, là, on a des PME françaises qui nous relaient des informations et qui nous disent clairement que la part des services peut être très importante et elle peut constituer 50%, 40 à 50% du prix d'achat, que ces services ne sont pas toujours des services qui sont demandés, mais qui sont des services, j'allais dire, qui sont subis. Certaines nous disent même qu'elles n'ont pas besoin de data, mais qu'on les oblige à prendre de la data, etc. Donc, est-ce que, en réalité, dans la négociation, il n'y a pas une manière un peu brutale de faire de la négociation et de dire, OK, bon, les 40% que je te demande, ça va passer en service. Tu vas m'acheter du service et on va régler ce problème. Je ne le crois pas. Excusez-moi, je mène pas moi-même l'intégralité des négociations, comme vous vous en doutez, mais je ne le crois pas. D'abord, les prestations de services qu'on négocie en France, ce sont avec, là aussi, des grands groupes, principalement français, qui ne sont pas les très grands, mais qui sont des sociétés évidemment d'une certaine taille. Et je vous assure que la data, la fameuse data qui est au cœur de la transformation de notre modèle, par exemple, c'est tout, sauf quelque chose d'inutile pour un industriel. Au contraire, c'est un élément très central. La transformation du commerce, elle se fait autour de la data. Donc, quand on travaille avec le fournisseur, avec l'industriel, et qu'on lui donne des éléments relatifs à la data, c'est des éléments qui sont des éléments extraordinairement importants pour lui. D'ailleurs, je le vois, puisque j'échange avec des fournisseurs hors période de négociation. Et quand je leur dis, est-ce que les progrès que nous avons faits dans ce domaine-là vous servent à ajuster votre activité, à être plus performant, l'immense majorité me répond oui. Et c'est donc un élément très central de transformation. Eh bien, sachez que l'immense majorité nous répond non pour la data et nous dit que ce sont des données qui ne sont pas pertinentes et qu'elles n'en ont pas besoin et qu'elles sont obligées de les prendre. Alors, j'aimerais vous interroger sur la péréquation des marges. Vous savez que c'est un de nos sujets. Faites-vous des marges plus importantes sur des produits sains au détriment de marges très faibles sur des produits gras, sucrés, qui sont des grands produits connus comme Coca-Cola, Nutella, etc. D'abord, si vous me le permettez, parce que c'était la conclusion de mon propos, mais je me permets d'y revenir parce que j'y suis très attaché à titre personnel. Je reste convaincu que c'est un métier où il faut conserver de la liberté de constituer un assortiment, de fixer le prix et de négocier. Ça me paraît extraordinairement important. Si je peux me permettre, comme je suis dans plein de pays, la France est le seul pays dans lequel ces questions-là sont des questions très centrales. Vous me diriez, ils n'ont peut-être pas d'agriculture, mais ils ont des agricultures puissantes eux aussi. Et c'est le seul pays où cette question se pose. C'est d'ailleurs le seul pays, si je peux me permettre, si je vais au bout, c'est le seul pays où, ayant les mêmes fournisseurs mondiaux, ces mêmes fournisseurs se plaignent en France et ils ne se plaignent pas ailleurs.
vous avouerez que c'est un peu étonnant. Mais pardon, je vais répondre à votre On question. vous renvoie à la question, monsieur, c'est vous l'acteur de ce système-là. Non, mais vous nous interrogez. Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'en France je ne sais que pas. les acteurs de cette filière de l'agroalimentaire, du producteur au transformateur, etc., ne se mettent pas d'accord? Vous m'autorisez à prendre Non, mais parce que vous nous interpellez comme si ça venait de nous, mais posez-vous aussi la question. Vous m'autorisez à répondre à cette question et après je répondrai à la question de Madame la rapporteure. Je vous prends un exemple. Prenons une centrale d'achat qui est installée et qui comprend, ce qui n'est pas mon cas, un retailer allemand, un distributeur du Benelux et un distributeur français. Elle négocie dans sa centrale d'achat avec une grande multinationale. On ne va pas en citer une. Le seul endroit, donc elle fait la même négociation, c'est la même, puisque c'est la centrale qui négocie. Le seul endroit où à la fin, il y a un lobby industriel agroalimentaire qui s'exprime fortement et qui souvent est à l'origine de transformations législatives, etc., c'est la France. Pardon, je suis on pas... fera le procès de la France une autre fois. Non, mais, moi, je voudrais que vous répondiez à ma question. Est-ce que... Oui, mais c'est pas grave. Mais alors, donc maintenant, je vais répondre à votre question. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Je veux bien que vous critiquiez le système français. Non, madame. N'empêche qu'il est fait comme ça. Nous avons... Madame, je ne critique pas le système français. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question sur la péréquation des marges? Est-ce que Chère madame, le rayon fruits et légumes paye la marge zéro du Coca tout de suite. et du Nutella? Je me permettais juste, comme je suis un acteur international, de vous donner quelques exemples venant de l'étranger, ce qui est une singularité de mon modèle. Mais si ça n'est pas intéressant, j'arrête là. Si c'est intéressant. La péréquation, vous avez tout à fait vous avez raison, c'est une question importante. La réalité, c'est que vous ne parlez pas totalement à la bonne personne de ce sujet-là. Pourquoi ? Les produits, les fruits et légumes les moins chers du marché, ce sont les miens. Je donne 10% de remise chaque jour à tous les porteurs de la carte pour avoir les fruits et légumes les moins chers du marché. Ça veut dire que ces 10%-là, j'enlève ma marge pour participer de ce qui est le centre de mon modèle alimentaire, la qualité alimentaire pour tous. Maintenant, revenons-en à la question de la péréquation, qui est une question très importante. Le problème, c'est que ma capacité à fixer le prix n'est pas totalement la même. Et je crois que j'ai des confrères, voire des experts qui sont venus vous l'expliquer très bien. Quand on est en présence d'un produit mondial, on ne va pas les citer, mais enfin on peut même les citer, on les connaît, le Coca-Cola, le Nutella, etc., etc. Il y a évidemment un grand acteur mondial qui fixe le prix. Est-ce que sur ce prix-là, j'ai une grande capacité à faire varier moi-même mon propre prix? La réponse est non, parce que c'est un produit que me demandent les clients, sur lequel la comparabilité est immédiate. Sur tous les autres produits, ça c'est vraiment les produits dits iconiques, sur tous les autres produits, j'ai une capacité, évidemment, de faire varier ma politique commerciale. Et donc, je fixe le prix en fonction de la zone de chalandise, de mes priorités. Je vous disais que la grande priorité de Carrefour, c'était le bio et le fruit et légumes. Donc sur ça, je fais un discount moi-même parce que j'estime que c'est mon modèle qui est lié à ça. Sur cela, j'ai une capacité à fixer le prix qui est un petit peu différente. Et donc, il y a ce distinguo-là qu'il faut prendre en compte. Après, comme vous le savez, je crois qu'un de mes confrères vous l'a évidemment très bien expliqué, c'est pas totalement pareil en termes de résultats de fin de ligne, qui est évidemment ce sur quoi nos magasins sont évalués et qui donne la bonne santé de l'entreprise. D'avoir un produit que vous poussez juste sur une palette, un produit comme les fruits, qui demande un entretien particulier, un travail particulier, des équipes formées et des équipes en nombre, et donc le résultat final n'est pas le même. Donc ça, c'est une différence. Mais après, chacun fixe ses objectifs de politique commerciale. Moi, ce sont des produits sur lesquels j'estime que je dois investir pour mes clients parce que c'est mon modèle. Alors du coup, j'ai une question. Le cagnotage dont vous parlez, puisque c'est un peu ça, hein, quand vous dites 10%, c'est sur la carte de fidélité. Hein, donc voilà. Exactement. Et donc ça, on est bien clair que c'est pas pris en charge par le fournisseur, c'est pris en charge par Carrefour. Oui, c'est ce que nous avez dit. J'étais sur les fruits et légumes là. Hein. Donc, oui. Sur les fruits et légumes, sur les produits frais, oui, c'est pris en charge par Carrefour. C'est un investissement que fait Carrefour. Sur quelle part, donc, dans votre marge brute? Enfin, oui. D'accord. Oui, exactement. Ça vient décoter ma marge brute. Alors,
Moi, j'ai juste 2-3 petites questions. Je vais inviter mes collègues qui veulent prendre la parole. Si vous avez des questions, non. Evelyne, je crois que tu en auras une. Christian, tu en as une? Non, il n'y aura qu'une question, d'accord. Donc moi, juste quelques petites remarques. Monsieur le Président, d'abord, nous sommes là pour comprendre le système. Il n'y a pas de... Je réitère ce que j'ai dit en propos introductif. Il n'y a pas de procès de notre part. Nous sommes fiers d'avoir des grands distributeurs et nous sommes fiers d'avoir des industriels et des producteurs, et nous souhaitons que ce système soit durable dans un contexte mondial de tension des rapports économiques où tout le monde est prédateur de tout le monde. Donc on est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de procès. Après, ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a avec vous, c'est justement d'essayer, en tout cas, d'aller un peu au bout de la compréhension du système. Vous avez posé un certain nombre de questions, par exemple, sur le respect effectif des lois Egalim, où est la contractualisation, où est la sanctuarisation, la transparence relative à la sanctuarisation réelle de la MPA. On peut aussi vous renvoyer à la question, où est la transparence relative au ruissellement du SRP plus 10 ? Vous nous avez donc expliqué qu'un certain nombre d'industriels sont dans des démarches de pression. On veut bien vous croire, mais nous, on nous dit aussi l'inverse. Voilà, donc il faut nous donner des éléments tangibles pour qu'on puisse plutôt comprendre où se place l'excès dans le comportement. Moi, je n'ai pas évoqué ça. Hein. Moi, vraiment, ça m'est très étranger, ça. Je ne dirais jamais... Non, mais quand vous dites, par exemple, que les industriels ne veulent pas signer et qu'on arrive à la date butoir, c'était au moment où vous parliez de la date butoir. Je dis qu'on a un rapport de négociation qui est un rapport de négociation qui peut être difficile, dans lequel je suis face à un grand industriel qui négocie, qui peut utiliser la date de 1er mars. Mais moi, j'aime pas les idées de pression. Je n'ai pas du tout envie de me faire plaindre. Très bien. Donc c'est vraiment pas dans mon... Mais vous voyez, nous on nous explique aussi que l'inverse était vrai, c'est-à-dire que pour un industriel, être arrivé à fin février et ne pas avoir signé, c'est aussi quelque part une pression, en tout cas un couteau sur la gorge, en disant comment je vais faire, est-ce que je suis obligé de revoir mon prix, vous voyez. Donc on peut le comprendre dans les deux sens. Donc ce qui serait intéressant, c'est si vous avez des éléments qui nous permettent de penser que voilà, il y a un mauvais jeu qui est fait de part et d'autre. Sur ce point, pardon Madame la Présidente, sur ce point juste un élément, les sanctions que certains distributeurs reçoivent au titre de la date du 1er mars, ensuite font l'objet d'une phase contradictoire avec la DGCCRF, où précisément le distributeur essaye de montrer, pièce à l'appui, quel a été le comportement également du fournisseur, pour essayer de démontrer que ce n'est pas de son seul fait que la négociation était décalée au 1er mars. Donc là aussi, il y a vraiment une discussion et des éléments, et les distributeurs, pas seulement Carrefour, documentent ce point-là parce que sinon, et c'est ce qui arrive systématiquement, seul le distributeur, à ce jour, s'est fait sanctionner, ce qui nous paraît effectivement une anomalie, comme le disait Alexandre Bompard tout à l'heure. Très bien. Je voudrais revenir sur la position des centrales d'achat. En fait, moi, la question, je pense qu'on la partage avec Madame la rapporteure, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un produit, donc avec la matière agricole française, qui a été négocié dans une centrale d'achat à l'étranger, quand il revient dans un magasin Carrefour, Proxy, il a bien respecté la non-négociabilité de la matière première agricole. Comment, en fait, quand votre négociation, elle se passe à l'étranger, vous pouvez garantir que le produit, quand il revient dans vos rayons en France, il respecte bien, globalement, Egalim? Donc je passe la parole à Laurent Vallée tout de suite. On est donc d'accord que sur les 45, 42 d'entre eux n'ont pas de matière première agricole. Donc on parle des 3, Lactalis, Danone et Macken. Le premier point, je crois que c'est l'engagement, ce qu'Alexandre Bompard vous a dit au début, c'est que nous respections les principes de la loi Egalim. La deuxième chose, c'est qu'en tout cas, depuis Carrefour a une centrale à Eureka, puisque prenons Eureka depuis maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, chaque année, nous avons fait l'objet d'un contrôle de la DGCCRF. Chacune des années, sur les contrats, sur comment ça s'était passé, etc. Donc, l'organe administratif chargé de s'assurer du bon fonctionnement des négociations commerciales et du respect à la fois du formalisme contractuel, de la proportionnalité de ce qui est prévu par le plan d'affaires et du respect des Egalim a été fait. En effet, comme vous l'avez indiqué, nous avons subi une sanction qui s'attachait à la date butoir. Mais voilà, il y a le principe que nous avons fixé, le fait que nous sommes contrôlés et qu'à ce jour, nous avons été sanctionnés sur la date butoir. On n'a pas remis en cause le fait que Carrefour avait, sur d'autres dispositions de la loi Egalim, ou plus largement du Code de commerce français, d'ailleurs au demeurant, avait mérité une sanction sur ce point.
en action. Vous n'avez pas de sanction, je l'entends, tant mieux, voilà. Mais moi, je vous demande comment est-ce que vous vous assurez qu'un produit qui a été acheté à l'étranger, et donc par une centrale, par des acheteurs qui normalement ne regardent pas les paramètres de la loi française, puisqu'ils nous disent qu'ils n'ont pas respecté la loi française, puisque ça se passe à l'étranger. Donc comment est-ce que vous vous assurez, quand ça revient dans les magasins, que ces principes-là ont été respectés? Non, pardon, Alexandre Bompard, me semble-t-il, a été assez clair sur le fait que les instructions données à la centrale sont bien de respecter les principes de la loi Egalim. Ils la connaissent. Donc, je veux dire, au-delà de ça, la même remarque pourrait être faite en France. Oui, exactement. Pourquoi un acheteur français Respecterait la ne loi Egalim. respecterait pas d'un coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas En plus France, de on raison. n'est censé pas se poser de questions. Dans une centrale d'achat basée à l'étranger, où on nous répète à longueur de journée, il y a d'ailleurs un contentieux porté par Eurocommerce qui nous explique que comme les centrales sont passées positionnées à l'étranger, elles n'ont pas respecté le droit français. Donc, on est en droit de se poser la question, comment se passe cette Vous avez redescente? d'autant plus raison de vous poser la question que ce que nous avons décidé au moment de la constitution de Concordis, notamment avec Dominique Schalcher, c'est de fixer un code de bonne conduite. Et parmi les sujets, nous l'avions déjà chez Eureka, il y a le respect de la loi Egalim, exactement comme pour un acheteur français. Très bien, j'enregistre vos demandes. Dernière petite question. Quand on regarde les steering committee de votre centrale d'achat étranger, enfin de Eureka et de CWT, on observe que ce sont les mêmes personnes. Pourquoi? Enfin, c'est la même. Vous voulez dire, ce sont les 3 directeurs marchandises? Oui, c'est assez logique. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans la centrale de service et dans la centrale d'achat. Ah non. Non, mais parce que d'autres organisations nous disent que c'est totalement hermétique. Non, alors, je reprends rapidement. Ouais. Concordis, organe de gouvernance, conseil d'administration dans lequel il y a des présidents, et puis après, il y a un steering committee qui doit être, je pense, nos 3 directeurs de marchandises. Carrefour, Coopérative U et RTG. Et ensuite, en revanche, Eureka, ce sont des équipes dédiées, Carrefour, dirigées avec une directrice générale et un président, et CWT, qui est en Suisse, ce sont des équipes Carrefour. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes équipes. Merci, on l'éclaircira, parce que nous, on a les 2 mêmes personnes qui apparaissent pour superviser Eureka et CWT. Donc, dans la structure centrale. Mais je comprends. Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. On va poser la question. On va laisser notre collègue Evelyne Renaud-Carbignan poser ses questions. Présidente. Monsieur le Président, j'ai 3 petites questions à vous poser et un commentaire qui m'est personnel. Carrefour a engagé plusieurs mouvements majeurs à l'international, une cession de l'intégralité de vos activités en Italie, un retrait de vos activités en Roumanie et un regroupement dans un ensemble qui est appelé autres pays, de la Belgique, la France, l'Argentine, que vous considérez en dehors des 3 marchés principaux pour vous, qui sont la France, l'Espagne et le Brésil. Ma première question est: quels critères précis vous conduisent à sortir de certains pays ? Parallèlement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous visez une présence d'ici 2030 dans 60 pays, dont notamment 22 en Afrique, sous le principe de la franchise dont vous avez parlé tout à l'heure. L'exploitation propre de Carrefour étant concentrée sur un certain nombre de marchés. Pourquoi avoir retenu la franchise pour votre développement à l'international ? Enfin, pouvez-vous nous expliquer, pour les marchés qui sont en dehors de l'Europe, si le système des centrales d'achat existe ? Enfin, mon commentaire personnel, je suis sénateur des Français de l'étranger, et je vois qu'aujourd'hui Carrefour est l'une des entreprises françaises les plus présentes à l'international. Ces implantations de nos pays contribuent au rayonnement de la France. C'est quand même un élément essentiel qu'il ne faut pas oublier. C'est une certaine fierté pour beaucoup, je l'espère, et pour moi notamment, de voir une enseigne française qui occupe une telle place à l'international et au-delà de nos frontières, et qui utilise également un modèle commercial comme celui de la France. Merci. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Merci pour votre commentaire final qui est très important pour nous. Le rayonnement de Carrefour est absolument au cœur de notre transformation et de nos ambitions. Je vais répondre à vos 3 questions en commençant par la dernière. Non, nous n'avons pas de centrale d'achat entre plusieurs pays autres qu'en Europe. Deuxièmement, la manière dont nous décidons de notre présence dans un pays, je disais dans mon propos introductif que notre métier s'était beaucoup polarisé.
entre ceux qui gagnent et qui ont la part de marché, qui se sont transformés, et ceux qui souffrent. Et donc, quand vous êtes dans un pays, que vous n'avez pas la bonne part de marché, que vous êtes trop petit, et vous êtes en difficulté. Et c'est ce qui nous est arrivé dans un certain nombre de nos géographies. Par exemple, en Italie, où on était un petit acteur relatif, la compétition était menée par d'autres. On était donc incapable de soutenir cette compétition de manière pérenne. Et dans ce cas-là, on essaye de trouver une solution pour que la poursuite de l'actif se fasse avec d'autres modalités. C'est ce qui s'est passé en Italie avec un repreneur qui a repris nos activités en Italie. Et c'est ce qui va se passer en Roumanie. Donc c'est vraiment la taille que nous avons dans un pays. On est un grand acteur en France, on est le premier acteur au Brésil, on est deuxième acteur en Espagne. Ce sont des pays d'investissement pour nous. Quand on est 6, 7, 8e acteur dans un pays, on n'a pas vocation à y rester de manière intégrée. Sur votre deuxième question qui est très importante pour nous, on a l'ambition en 2030, et c'est une ambition très importante pour le groupe, d'être l'acteur qui a l'empreinte internationale la plus grande, à travers la franchise internationale, et donc d'être présent dans 60 pays, dont vous le disiez, une ambition de 22 pays en Afrique. Quel est l'avantage de la franchise internationale pour se développer? C'est que ça nous permet de nous développer avec des entrepreneurs locaux qui connaissent bien le territoire, sans consentir d'investissement de notre part, ce qui nous permet d'investir puissamment dans les pays où nous sommes, mais pas dans des nouveaux pays, et de développer ainsi et d'exposer la marque Carrefour à travers le monde. Donc c'est ça l'objectif que nous avons. Et puis, ça ouvre éventuellement des options à l'avenir. Si à un moment donné, dans notre histoire, on se disait qu'il y a un pays où ça se développe formidablement bien, où on décide de devenir un acteur plus opérationnel. C'est comme ça qu'on construit le développement international de Carrefour. Merci. Merci. Alors, Madame la rapporteure, encore une petite question. Oui. Je vous ai entendu évoquer, lors d'une de vos interventions publiques, la question de l'intelligence artificielle, en expliquant que cette intelligence artificielle devait pouvoir vous permettre de mieux fixer les prix. Moi, ma question est simple. Y a-t-il dans vos projets une conception du prix dynamique, du prix en évolution qui serait fixé par l'intelligence artificielle? Et j'entends par là, est-il possible qu'au cours d'une même semaine, il y ait des variations de prix sur un même produit? Par exemple, des prix plus chers le dimanche que le samedi, ou ce genre de choses. Est-ce que ça fait partie des choses que vous étudiez? Non, ce que nous permet l'intelligence artificielle sur l'offre comme sur le prix, c'est d'être capable, en analysant toutes les données disponibles sur un marché, sur un territoire, d'avoir une offre et un prix adapté à la zone de chalandise. Vous voyez, on a souvent des offres d'assortiment. On avait encore, et on a encore un petit peu, des assortiments qui sont pas très bien définis ou articulés avec leur zone de chalandise. Quand on met beaucoup de data, c'est plus le cas. Le prix, c'est pareil. On a encore des incohérences de prix. Quelquefois, on a des prix qui ne sont pas exactement là où ils devraient être. On a mal analysé la concurrence, ou on a mal analysé le potentiel d'un produit. Ça nous permet, quand on met beaucoup d'intelligence à l'intérieur de ce qu'on appelle notre lac de données, puisqu'on a 10 milliards de transactions par an, de fixer le prix de manière plus optimisé. C'est ça qu'on vise à travers ça. D'accord. Donc, il n'y a pas de projet de pricing dynamique Le pricing, il est par nature dynamique. Hein. Notre métier, c'est de fixer d'être capable de faire évoluer le prix en permanence. Hein. Ça, c'est notre métier. Okay. L'intelligence artificielle contribue à ce que notre fixation de prix soit la plus optimisée possible et la plus dynamique. Et donc, on pourra arriver un jour à avoir des prix en supermarché qui évoluent comme évoluent les prix de la SNCF en fonction du moment où on va faire ses courses, en fonction d'une veille de jour férié, en fonction de choses comme ça? Vous pensez que ça va arriver? Est-ce que c'est ça que vous essayez de mettre en place? Je ne crois pas qu'on aura des variations intrajournalières, etc. Je vois moins ça que corriger les incohérences de prix dans un territoire ou dans un magasin, mieux se situer par rapport à notre environnement concurrentiel. C'est principalement ça que ça doit nous permettre de faire. Je vous remercie. Merci. Deux petites questions complémentaires. Dans vos centrales d'achat nationales, en matière de construction du prix d'achat, quelle est votre politique concernant les matières premières industrielles? Enfin, énergie, transport. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'MPA, mais on n'a pas parlé... Ma politique sur les matières premières industrielles, c'est de négocier la matière première industrielle. Et de prendre en compte les réalités du marché, bien sûr.
Quand les coûts énergétiques explosaient, on les prenait évidemment en compte. Quand les coûts de transport explosaient parce que les routes de transport étaient modifiées, on les prenait en compte. Mais je suis très attaché, quand je disais la liberté de négocier, à négocier la matière première industrielle. Pourquoi, au fond? Moi aussi, j'ai de la matière première industrielle. Moi aussi, j'ai des coûts énergétiques. Moi aussi, j'ai des coûts de transport. Moi aussi, j'ai des coûts de personnel qui évoluent. Et donc, il est logique, et ça c'est mon métier, que je cherche à optimiser ces coûts-là, à les contrebalancer par des gains de productivité. Et quand on négocie avec une grande entreprise qui nous dit moi j'ai telle matière première industrielle, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit faites comme nous, et on sait qu'ils le font parce que ce sont des très belles entreprises. Je ne veux pas sortir de cette audition en vous donnant le sentiment qu'on ne considère pas que ces grands acteurs industriels sont aussi des partenaires. Et on leur dit écoute, fais tes gains de productivité, moi je les fais aussi, parce que si jamais on prend toutes les hausses, on va avoir 10% d'augmentation sur le marché français, et c'est pas ça qu'on doit au pouvoir d'achat des ménages. Donc, je tiens à négocier la matière première industrielle, je crois que c'est important. Après, tenir à la négocier, ça veut pas dire ne pas prendre en compte des réalités. Si les coûts de l'énergie, quand les coûts de l'énergie explosaient, on prenait les augmentations telles qu'elles étaient. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner la part, je dirais, d'augmentation sur les MPA que vous avez octroyés en 2025, par exemple, MPA et MPI, pour avoir une photographie un peu de dans quelle mesure les matières premières industrielles ont également été... Parce que vous n'êtes pas sans connaître le procès qui vous est fait, ou à tous les distributeurs, mais de certes sanctuariser la matière première agricole, mais de la récupérer sur les MPI, sur l'augmentation des MPI. Donc ce sera assez intéressant pour nous de voir que, eh bien non, vous observez avec pragmatisme et réalisme ce qui se passe chez vos partenaires, et que dans la mesure où c'est raisonnable, si j'entends bien vos propos, vous suivez les évolutions aussi de la MPI. On suit bien sûr les évolutions de la MPI. Dans une stratégie de négociation. Les évolutions énergétiques, etc. C'est des éléments absolument centraux. Après, je l'ai dit publiquement, donc je vous le redis, notre conviction, c'est que cette année, on devrait être autour d'une augmentation générale des prix autour de 1% à peu près. Quand on regarde les cours de matières premières, il y a beaucoup de matières premières très baissières. Je ne vais pas vous parler des haussières parce que je suis sûr qu'on vous en a déjà parlé. Au global, ça veut dire qu'on a négocié de la même manière la matière première agricole et la matière première énergétique. Dans les mêmes proportions, industrielle. D'accord. Vous le savez, il y a beaucoup de coûts, et on s'en fait ici d'ailleurs, industriels qui sont baissiers par rapport aux éléments, au niveau très élevé auquel ils étaient arrivés en 2022-2023. Donc ça nous permet de négocier un peu sur cette partie-là. Mais on le fait toujours avec discernement parce qu'on a les mêmes coûts et parce qu'en face de nous, on a un industriel qui nous présente la raison pour laquelle il a une explosion de tel ou tel coût industriel, ça peut arriver. Et dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passent les négociations commerciales en ce moment, et quel est le pourcentage de contrats que vous avez signé au 25 février? On est aux alentours de 80, sur les PME, PMI françaises, on est aujourd'hui à 98, à 97 hier, comme vous le savez, c'est toutes les nuits comptent, donc on est à 98%. Et sur les grandes entreprises, on est aujourd'hui à 87-8%. Encore une fois, ça bouge un peu tous les jours parce qu'on est dans la période de conclusion des négociations. On est donc au rythme de l'année dernière, voire légèrement en avance. Il reste 4 journées de discussion et ça devrait nous conduire à, je l'espère, avoir conclu l'immense majorité, pour ne pas dire l'exclusivité. Il restera forcément 2-3 négociations que nous n'aurons pas conclues le 1er mars, mais l'immense majorité sera conclue tel que c'est prévu le 1er mars. Mais donc on est dans un cycle de signature qui est un cycle que je trouve assez soutenu, et on est plutôt légèrement en avance par rapport à l'année précédente. Très bien. Y aurait-il un point que vous auriez voulu évoquer que nous... Non, je trouve qu'on a évoqué beaucoup de points. On a déjà balayé très large. Mais écoutez, merci beaucoup, merci, Madame la Présidente. Messieurs, merci, Madame pour ces éléments. Et n'hésitez pas donc à vous donner les quelques éléments. Oui, complémentaires. Et puis je pense que vous avez dû avoir un questionnaire aussi. Voilà. Merci encore. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci. Cette audition au Sénat apporte des éléments supplémentaires sur la répartition des marges et leurs effets sur les consommateurs comme sur les producteurs. Pour continuer à suivre les travaux parlementaires en toute transparence, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche afin de ne manquer aucune publication.